Cette semaine, tout le monde est revenu à la Campagnole, moi de Paris déjà, Vladimir, qui a fait une journée en Ukraine et qui a passé ensuite quelques jours à Moscou, et puis qui est revenu par Amsterdam et Nice. Bernard est revenu se reposer, lui, chez nous et chercher une maison, parce qu'il en a marre de sa villa énorme et triste dans le quartier huppé de Sens. Il voudrait acheter ici, il en a profité pour changer de voiture, je ne l'ai pas dit, la semaine dernière, la sienne l'a lâché à Auxerre. C'est d'ailleurs là-dessus qu'a commencé notre conversation. Il a acheté un break Volkswagen de 200 000 km en quelques minutes, comme ça, pour 4 000 euros, au bord de la route, chez l'un de ces vendeurs alignés à la sortie des villes, vous savez. Et là, vous allez voir que, d'après le commentaire de l'abonné au Monde, euh, il y a un caractère vicieux du raisonnement des gens de gauche parce que lui a une voiture qui coûte je ne sais combien, 19 000, un Duster marron métallisé. Donc déjà, il considère que si on n'y met pas le prix, une voiture ça vaut rien, on passe son temps chez le garagiste, etc. Et Bernard lui a répondu tranquillement, non mais désolé, moi je ne pourrais pas dépenser autant d'argent pour une voiture, surtout pour une voiture dans laquelle tu peux pas faire entrer un ster de bois ou de la terre de bruyère ou les trois chiens d'un copain quand on va se promener. Non, désolé, mais des voitures qui coûtent déjà très cher au départ et qu'on peut pas en plus rayer ni laisser se remplir de feuilles mortes, merci, pas pour moi. Et l'abonné au monde avec toujours ce raisonnement dominateur du type qui voit qu'on se débrouille aussi bien que lui alors qu'on a dépensé 10 fois moins, ou qui voit que les non-piqués ont une immunité supérieure, a ajouté une pointe de jalousie sociale. Normal, il est de gauche. Il a dit toi, tranquille comme tu es au niveau du fric, je comprends pas pourquoi tu radines sur le prix de ta voiture. D'abord, tu ne sais pas combien je suis tranquille au niveau du fric, comme tu dis, mais je vais pas minimiser ni me comporter comme un méchant riche qui cache l'étendue de ses moyens. Moi, au contraire, j'étale tout. Comme ça, les gens comprennent que j'ai une vie très modeste par rapport à ce que je pourrais me permettre, et il a précisé cruellement à l'adresse de l'abonné au Monde, et je pourrais me permettre énormément. Et là, Suzanne a dit, non, il n'étale pas tout, je tiens à préciser qu'il ne parle jamais du fric qu'il donne aux gens. Là, c'est moi qui fais les comptes, alors je peux te dire que j'en connais pas beaucoup parmi les gens friqués qui feraient la même chose. Elle nous a expliqué que quand il soignait des gens pour un lumbago ou un zona, il s'apercevait souvent qu'ils étaient aussi malades dans leur tête. Ils se faisaient du souci, leur morale était très bas pour des tas de raisons familiales cachées. Et là, elle a regardé Christiane pour dire, en fait, là, si tu verrais ça, il se transforme en psychiatre, et ça marche très souvent. Et c'est seulement si rien n'a marché, une fois sur 4 ou 5 ou sur 10, allez, qu'il me dit de faire un chèque pour tirer la famille d'un pétrin temporaire. Pas énorme le chèque, entre 200 et 1000 euros. Donc elle a conclu, les gens qui disent qu'il a hérité de sa sœur et qu'il est riche et qu'il garde tout pour lui n'ont pas tous les éléments. C'était juste pour préciser. En plus, il m'a, moi, sur le dos, sur les bras financièrement. Il me salarie, il paye ma retraite. Et là, Bernard a répondu, ça aussi, il faudrait que ça change. Si je rachète une maison ici, ma pauvre Suzanne, je vais te proposer de t'adopter. Si tu es d'accord, comme ça, tu hériteras de la baraque sans droit. Et là, nous avons eu des explications rapides mais utiles. Quand il a hérité, quand il a quitté le monastère, sa sœur venait de mourir, il pensait devoir vendre la maison pour payer l'État. Or, en fait, l'héritage était tellement considérable qu'il a gardé la maison. Léon a précisé que Suzanne, pour le peu qu'il avait vu de ses placements, était très avisée. Elle avait pratiquement augmenté le capital en 2 ans, en tout cas rattrapé l'inflation. En plus, elle avait fait un petit portefeuille crypto, elle avait 10 000 en Ethereum et en Dogecoin. Et finalement, nous sommes revenus à la voiture d'occasion achetée au bord de la route à Auxerre, et Gustave a dit une chose que j'ai trouvée très vraie. Il a dit, quel que soit le montant de ce que tu peux aligner pour une bagnole d'occasion, la vraie liberté, la richesse, l'aisance, ça consiste à pouvoir claquer comme ça 4000 euros de dépenses imprévues chez un vendeur au bord de la route. La pauvreté qui se répand terriblement en France en ce moment, qui se répand parce qu'elle était endémique, c'est le contraire, c'est de se dire comment vais-je faire, comment on va se débrouiller. Parfois on voit des familles entières avec une voiture en panne qu'on peut pas réparer, ou alors en une semaine, ou pour une somme considérable, et qui ne savent pas quoi faire au fond d'un parking. Ces gens sont à 300 bornes de chez eux, alors il faut qu'ils aillent loger dans un foyer ou dans une caravane, demander aux services sociaux.
Maxime, l'ancien adjoint de Villeneuve, m'a dit que dans les villes moyennes, comme ça, on commence à voir de tout. C'est du Victor Hugo. Les mairies deviennent des consulats pour les pauvres de passage. Et je parle pas des négociations auprès de la banque pour obtenir 2000 euros de crédit à la volée. Des banques aux horaires d'ouverture de plus en plus rares, de plus en plus méprisantes à l'égard des pauvres. Je parle pas non plus des garagistes du genre Midas ou Speedy qui disent « Ah non, on ne pourra pas avant 15 jours », parce que là, c'est plus des garagistes, c'est des ophtalmos. Tandis que Bernard, crois-moi, quand il téléphone à sa banque, tout le monde est au garde à vous. Et s'il offre 500 de plus à un garagiste, le type se déplace pour faire l'embrayage dans la nuit. Avoir du blé, nous a-t-il dit, c'est ça. Donc tout ça, a dit Vladimir, pour acheter cette excellente voiture que nous voyons, une Passat grise qui était devant nous sous les platanes et qui te fera, a-t-il dit, encore 300 000, tu vas voir, en Russie, tout le monde en a des comme ça. Lui aussi, il a une voiture allemande, une BMW, et comme toujours, les petites choses ont mené aux grandes. Il nous a dit qu'à Moscou, c'était du Audi, BMW, Opel plein pot partout en ce moment. Et c'est pour ça qu'on comprenait mieux la situation géostratégique. Alors je précise d'un mot pour ceux qui se demanderaient ce que Vladimir Charpentier, ayant un entrepôt à 7, faisait à Moscou et pourquoi il fait de la géostratégie à Campagnol. Eh ben, il achète des pièces de charpente russes qui viennent par bateau ou par camion. Et si c'est par bateau, c'est par l'Ukraine. Donc la situation le concerne encore plus. Déjà, il nous a dit, ce pauvre sénile de Biden a essayé de convoquer le chancelier allemand pour essayer d'enrôler l'Allemagne dans un coup de bluff en Ukraine, mais le type a dit, pas con, qu'il avait Jim et qu'il voulait pas le rencontrer. En fait, la première explication, je viens de la donner, c'est le nombre de bagnoles allemandes dans les rues de Moscou. Et la deuxième, c'est que si l'Allemagne fait l'idiote, elle ne reçoit plus de gaz russe. Et elle est très mal. Et nous aussi d'ailleurs. Mais notre président, à nous, ça n'a pas l'air de lui faire peur. Il multiplie les scrogneux. Il veut envoyer l'armée française en Roumanie, uniquement pour obéir à l'Amérique. Un peu comme quand on trouvait, là, il n'y a pas longtemps, des soi-disant armes chimiques en Syrie et que tous les ministres français disaient juste après les Américains, si, on a les preuves, on a les preuves. Donc, en gros, pour les Allemands, les Américains peuvent aller se faire voir. Et tu as même le grand amiral en chef de la marine allemande qui a dit un truc du genre « L'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, mais c'est un fantasme américain, ils veulent provoquer l'incident, il ferait mieux de s'entendre avec Poutine, tout simplement. » Alors ça, c'est très habile pour les Allemands, de la part des Allemands, parce que du coup, l'Allemagne fait passer le message que c'est du n'importe quoi, et ensuite, elle sanctionne le mec. De toute façon, il était à 2 pas de la retraite. Et double avantage. Donc, on signifie à l'OTAN qu'elle a une politique imbécile et d'ailleurs prétentieuse, car elle n'a pas du tout les moyens. Et puis, ensuite, on sanctionne le type, et donc on appelle au respect envers l'OTAN. Et là, attends, tu sais pas la meilleure, l'Angleterre, qui est quand même le toutou américain par excellence, qui donne le là pour tout ce qui est OTAN, te sort une lettre menaçante, là, il y a 3 jours, adressée aux Russes, qui dit « Nous avons lieu de croire que vous vouliez faire des trucs pas bien en Ukraine, donc nous nous donnerons le droit d'agir. Enfin, c'est pas sûr, mais faites gaffe quand même. » Bon, toujours la même méthode. On sait que vous avez de mauvaises intentions, disent-ils, du coup on va demander des sanctions. Et là, l'abonné au Monde a essayé de jouer la double carte du « j'y comprends rien à vos affaires d'Europe centrale », tout en jouant l'autre carte qui est, je me demande bien en plus avec tous nos problèmes avec Campagnol, en quoi on devrait se soucier de l'Ukraine. Et Vladimir lui a fait observer qu'à chaque fois qu'il y avait un truc du genre élection ou match de foot en Algérie, eh ben il était d'accord pour que les Algériens balancent des mortiers d'artifice et arrêtent le trafic, mais que si l'OTAN jouait aux échecs en fomentant des révoltes comme ça un peu partout aux frontières de la Russie, les Ukrainiens et les Kazakhs de Villeneuve, eux, n'avaient pas le droit de se plaindre. Et alors Léon a demandé, il y a tant de Kazakhs que ça à Villeneuve? Ben justement, oui, mais le plus, c'est les Tchétchènes. Et Vladimir a ajouté, vu ce que l'OTAN a derrière la tête, on n'a pas fini de voir les Kazakhs et les Tchétchènes protester à Villeneuve, crois-moi. Et là, l'abonné au Monde nous a offert un moment de choix qui était complètement en phase avec son personnage, à savoir, et là c'est moi qui récapitule, après une carrière obscure dans un cabinet d'études, le type prend sa retraite à 50 ans pour boursicoter par Internet dans l'énorme baraque de sa femme, une dame qu'on voit presque jamais. Il bichonne une voiture qui vaut 19 000. Il a un carnet de fléchettes à jour. Hein, si on lui réclame la 5e, il est déjà prêt.
Pour couronner le tableau, il a grommelé à propos des Kazakhs, il a conclu, eh ben, ils n'ont qu'à rentrer chez eux. Personne n'a relevé par charité, mais le type nous offrait là la parfaite illustration de ce que nous savions déjà, à savoir que c'est pas sur les communistes anciens ou nouveaux qu'il faut compter pour aimer le genre humain. Sauf, apparemment, les Algériens, puisqu'ils ont un contrat d'exclusivité avec eux, ils font tout bien les Algériens pour les communistes. Et comme insensiblement nous nous tournions vers Léon pour qu'il nous dise où tout ça allait nous mener, dans l'ordre de la prospective, de la prédiction en fait, il nous a dit « Je suis parfois aussi aveugle que vous, mais là c'est comme pour le retour de Villiers, j'ai des pistes. » Alors l'abonné au Monde a essayé de reprendre le sujet Villiers au vol, mais tout le monde a dit « Attends, on s'en fout de Villiers, on veut savoir comment Léon voit tourner les choses en Ukraine. » Et Vladimir a ajouté, pour ceux qui, comme Albert, feraient semblant de ne pas savoir ce qui se passe en Ukraine, ben, c'est pas dur. Pour un Russe, historiquement, l'Ukraine, c'est un peu comme les châteaux de la Loire. C'est là que la nation a commencé. Alors maintenant, ils sont indépendants, mais donc les Américains ont voulu qu'ils adhèrent à l'OTAN contre le pays dont ils sont issus, dont ils sont l'âme, pour aller planter des fusées chez eux, contre donc sa maison mère. Et c'est un peu comme si on armait l'Anjou contre la Bretagne. Ça pouvait pas passer, et donc ils ont organisé des manifestations étudiantes comme ils savent le faire, encouragé des mouvements gays, lesbiens, trans, machin. C'est toujours la même méthode. Hein. À la fin, les Ukrainiens de base ont dit les mecs, arrêtez, on est des Russes, arrêtez tout ça. L'OTAN est en train d'essayer de faire la même chose au Kazakhstan. Dans toute la presse occidentale, on te dit « Ah, c'est épouvantable, c'est russe, c'est l'enfer chez eux ». Bah écoute, a dit Vladimir, je viens de passer une semaine délicieuse, tout est ouvert, pas de masque, il y a bien 3 minables au fond, mais ce sont d'anciens communistes sans doute. Et alors il a demandé à Léon, alors maintenant tu vois quoi? Je vois que l'OTAN, comme tu disais, n'a pas les moyens de son coup de bluff parce que l'Amérique est devenue risible avec un président à qui il faudra bientôt un bavoir et qui va donner des coups de cuillère en bois sur le micro. L'autre jour, il cherchait quand même sa mère au pied de la tribune. On a dû lui dire qu'elle était morte depuis 14 ans. Ça fait très désordre. Mais peu importe, a dit l'abonné au Monde, il y a d'autres instances qui gouvernent à sa place derrière lui, c'est pas un problème. Et Léon a dit, en principe, oui, mais en fait, non. Car c'est la débandade chez eux, et si l'Allemagne ne veut même pas rencontrer Biden pour entendre les consignes pour l'Ukraine, c'est que l'Allemagne n'a qu'une voie désormais, la sienne, parce qu'elle a compris ce que je vous disais l'autre jour, il va arriver malheur à l'Amérique, elle n'a plus les moyens de ses ambitions. L'OTAN dit je vais y aller, retenez-moi, mais c'est du bluff complet. Je vous ai dit que la nature en plus allait se venger de l'Amérique, c'est imminent. Et je vois bizarrement un tremblement de terre assez énorme, mais pas du tout là où on pense, pas à San Francisco sur la côte, non, plutôt sous les grands lacs, enfin je veux dire dans la partie centrale, la partie du milieu. Là, l'abonné au Monde a dit tu nous as prédit tellement de choses qu'on attend encore, ça commence à devenir fatigant. Mais Léon, très gentiment, a répondu, je suis comme un enfant dans une pièce noire qui rencontre un décor à tâtons. Alors je sens un truc, ensuite j'imagine ce que ça peut être. Et aussi, je le précise, parfois j'ai l'impression d'avoir su il y a longtemps comment les choses allaient se passer, mais de ne pas m'en souvenir. Je vous ai dit que pendant mon accident de voiture à 25 ans, j'avais deviné dans les grandes lignes ce qui allait m'arriver à moi, mais de plus en plus maintenant, j'ai l'impression de me rappeler que j'ai su aussi à ce moment-là, et même assez précisément, ce qui arrivait au monde entier, ce qui s'explique parce que quand tu meurs, tu sors de l'incarnation, donc du temps, et que si tu sors du temps, tu le vois écouler, entièrement écoulé depuis les dinosaures jusqu'au dernier trou noir qui va engloutir la galaxie. Et là, je sens que la machine américaine est encore fixée sur une illusion selon laquelle elle pourrait gouverner l'Europe, mais là c'est foutu. Ce que je voudrais faire comprendre, a dit Léon, c'est que tout est lié en fait. Tous les thèmes du moment, la domestication des peuples par la picouse était une façon d'essayer de sortir de l'impasse économique par le crime, il n'y a pas d'autre mot. Dommage pour eux, il va falloir payer, parce que ça a raté. Ça, c'était une idée américaine inspirée de la Chine. Comme ils disent, il y a un narratif, mais il est complètement battu en brèche par les faits. Rien ne se déroule comme prévu. Je parle même pas de l'efficacité du remède, on n'en est plus là. Je parle des gens qui sont maintenant constitués en tribunal international pour prouver qu'il y a eu intention délibérée de tuer. Alors pour l'OTAN, c'est la même chose. Tout était écrit.
mal, c'était même écrit comme un cochon, mais l'Allemagne a déjà décidé que la tension en Ukraine, c'était artificiel, donc elle descend le narratif, comme on dit, elle se voit mal renoncer à son principal marché, ce qui est normal, qui est en plus accessible par voie terrestre. Elle va pas se priver non plus de sa source de gaz, hein, pour faire plaisir à 3 Gugus de Washington. Et Léon nous a dit, moi je suis très peu joueur d'échecs, mais j'aime bien quand dans une partie un très bon joueur a cette espèce de regard un peu étonné du type qui vient de construire dans sa tête les 10 prochains probables coups. Eh bien moi je ne sais pas d'où ça vient, mais je les vois aussi en même temps que lui. Et là je vois une Amérique repliée sur elle-même parce qu'en guerre contre elle-même et en guerre contre la nature. Donc la Chine, qui lui vend énormément de choses, va avoir du mal à le faire, mais elle va se consoler en déboulant à Taïwan, sans que personne ne bouge évidemment. Parallèlement, dans le jeu de l'OTAN, on voit déjà ça, l'Angleterre va essayer de reprendre le flambeau et de protéger l'Europe contre les méchants Russes, et de mélanger curieusement présence militaire, fusée, gay pride, puisque leur cheval de Troie culturel, c'est le panty rose apparemment. Vous allez voir que dans leur délire, les forces alliées un jour vont essayer de nous caser des transgenres dans le commandement pour montrer leur degré de progressisme. Du coup, les pays comme la Pologne ou la Hongrie vont dire mais vous êtes tombés sur la tête tous, et c'est là que malheureusement pour lui notre président français va faire les frais de tout ça, parce que Erdogan va menacer explicitement l'Europe, donc l'OTAN, de ne pas s'associer aux sanctions anti-russes, pas plus que l'Allemagne ne veut le faire, et surtout Erdogan va se moquer de la prétention de Macron en s'appuyant sur sa situation matrimoniale un peu spéciale pour essayer de le rendre ridicule aux yeux du monde entier, mais surtout du monde arabe et du peuple turc. C'est là que cette histoire de mœurs un peu sordide née dans la ville d'Amiens va devenir un véritable pivot international. D'un côté, comme il va voler l'élection aux Français, il va essayer, on va lui répondre, on veut savoir à quel genre de faussaire on a affaire dans tous les domaines, y compris la vie privée. Et de l'autre, on va laisser Erdogan jouer la carte de la dépravation épouvantable de l'Occident. Les révélations vont se multiplier, le Maghreb va sortir des archives, notamment au Maroc, où il y a pas mal de cliniques. Erdogan va devenir menaçant à l'égard de la Grèce, le tout avec la bénédiction russe au départ. Alors je croyais que les Russes devaient finir par occuper le Bosphore, a dit l'abonné au Monde, toujours sur le ton, ses prédictions d'un prétendu voyant, c'est grotesque. Oui, oui, a dit Vladimir, on reconnaît la méthode intelligente de Poutine, mettre de l'huile sur le feu, dans le domaine de l'enquête sur Amiens, ça, tu peux lui faire confiance, il va y aller à fond. Mais au moment où Erdogan va devenir vraiment méchant, menaçant, en se servant en plus de tous les Turcs installés notamment en Allemagne, Poutine va frapper Erdogan dans le dos, partout à la fois en Allemagne comme dans le Bosphore, provoquer sa chute, et dire à l'Europe, vous voyez, vous m'avez combattu pendant 30 ans et pourtant maintenant c'est moi qui viens vous sauver. Et la Chine, a dit Gustave, comme toujours un peu stupéfait d'entendre dérouler l'avenir d'une façon qui résumait ses propres intuitions, ben la Chine va être trompée par Poutine de la même façon, après avoir été amadoué, il est en train d'acheter son silence, il fait croire à une coopération, mais dès qu'il pourra, il fera comme avec Erdogan, pendant le dos. Alors à ce point-là, on était parti pour 1 heure encore, l'abonné au Monde était furieux d'avoir été débordé une fois de plus par cette bourrasque d'imagination à laquelle il pouvait pas répondre point par point, parce qu'il y en avait tellement. Il était surtout furieux de l'irruption de ce qu'il appelait la vie privée dans le débat, mais Léon a été très sec avec lui. Il a dit, écoute, quand les Français ne trouvent que ça contre leur dictateur, eh ben ils s'en contentent et ils iront jusqu'au bout. Il a neutralisé toutes les procédures de contrôle, les chambres, les conseils constitutionnels et autres. Il s'est fait consentir le secret pour 50 ans. Il essaye de faire légiférer sur les fake news pour se blinder encore plus. Bientôt, tu n'auras même plus le droit de te poser des questions sur son enfance ou sur la perruque de son épouse. C'est une course de vitesse. Alors contre les Français, tout seul, il aurait peut-être gagné à l'intimidation. Mais contre Erdogan, les Russes et le Maghreb et ses dossiers, il est foutu. Et à ce moment-là, c'est pourquoi, c'est moi qui parle là, je dis que les choses ont été un peu écourtées. On s'est aperçu que Suzanne pleurait discrètement dans son coin, enfin moins discrètement depuis que Christiane s'était rapproché d'elle.
On lui a demandé, mais qu'est-ce que t'as, Suzanne? Et Christiane a dit, vous n'avez aucune finesse, décidément. C'est Bernard qui est à l'origine de ces larmes, il le sait même pas, il s'est même aperçu de rien, il traversait un magasin de porcelaine à l'aveugle en agitant sa canne de tous les côtés. Donc elle a entouré d'un bras les épaules de Suzanne, et elle a dit, c'est que nous sommes sensibles, nous sommes une fille qui a perdu ses parents très jeunes, et là on nous dit, comme s'il s'agissait d'aller faire laver la voiture, si tu veux Suzanne, je t'adopte, comme ça tu hériteras de la maison. Mais bravo, c'est très délicat. Je vois que pour être moine, on n'en est pas moins homme. Et là, Bernard, vaguement dépité quand même, a répondu, écoute, les hommes sont aussi sensibles que les autres, la seule chose, c'est qu'ils font pas de chichi. Et il a touché quand même le dos de la main de Suzanne très gentiment en disant, bon maintenant, si ça te choque, hein, on fera autrement. Et le regard de Suzanne a brillé, elle a dit, non, 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 ça me choque pas. Et elle a repleuré. Voilà, c'était la séquence émotion à Campagnol. À bientôt, merci.